L'exposé est en deux parties. Et la première partie concerne l'approche orthodoxe de la physique quantique. J'ai mis en illustration la ville de Copenhague parce qu'on dit que c'est l'école de Copenhague. Alors il y a deux concepts à acquérir qui ne sont pas très compliqués, ça tient sur deux diapos, qui sont l'état superposé quantique et l'intrication quantique. Donc là on va voir l'état superposé. Alors il y a un phénomène, le petit éclair rouge là, en fait en général ce sont des électrons qui changent de niveau d'énergie dans les atomes. Bon, ça émet des photons, c'est ce qui fait que les choses sont colorées. Les atomes absorbent des photons lumineux et puis ils les réémettent, et en fonction de l'atome ça fait des couleurs différentes. C'est pour ça que les matières, en fonction de ce qu'elles sont des couleurs différentes. Donc il y a un phénomène donc qui émet un photon. On va raisonner sur le photon, ça peut concerner d'autres particules, mais c'est le photon qui nous intéresse. Et ce photon, il est caractérisé par différents paramètres. Donc là, on va se contenter de raisonner sur un seul paramètre, qui est le spin. Le spin, on décrit ça comme un mouvement de rotation du photon sur lui-même, où ça tourne dans un sens, ça tourne dans l'autre. Ça n'a pas grand sens pour moi, mais c'est pas très important. On va considérer que ce paramètre peut prendre deux valeurs, il peut être positif ou négatif. Et quand il est émis, il circule dans le vide, et tant qu'il ne rencontre pas un obstacle, il est dans un état superposé. C'est-à-dire qu'en fait, son spin n'est pas positif, son spin n'est pas négatif, il est à la fois les deux, les positifs et négatifs. C'est l'état superposé. Il y a des expériences qui prouvent tout ça, notamment les expériences d'Alain Aspect, qui est un physicien français. Et en fait, ça c'est l'histoire du chat de Schrödinger. L'histoire du chat de Schrödinger, je vais revenir après dessus. On imagine, c'est une histoire assez alambiquée dans laquelle il y a un chat dans une boîte avec un mécanisme qui a une chance sur deux de l'avoir tué ou de ne pas l'avoir tué. Et tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, le chat est à la fois mort et vivant. Et donc voilà. Donc le photon, pour l'instant, il a un spin qui est à la fois positif et négatif. Il est dans un état superposé. Il y a une interaction, il rencontre une autre particule, ou alors il est absorbé dans un atome, ou il se passe quelque chose, en tout cas, jusque-là il était dans le vide, et puis tout d'un coup il y a une interaction avec quelque chose, et là, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se déterminer. Alors, il va passer dans un état déterminé. On dit qu'il y a effondrement de la fonction d'onde, parce qu'en fait le photon, on l'imagine souvent comme un petit grain de lumière, qui d'ailleurs, je précise, n'est pas forcément de la lumière visible, ça peut être par exemple des rayons X, toutes sortes, infrarouge, ultraviolets, etc. Et en fait, le photon, on l'imagine comme un grain de lumière, mais il est aussi ondulatoire. C'est-à-dire qu'on peut imaginer une vague, mais sur cette vague, il y aurait un endroit particulier qui aurait une excroissance. Ce serait ça le photon. Donc il est à la fois particule et à la fois vague, enfin onde, si vous voulez. Et donc là, il va y avoir effondrement de la fonction d'onde, on dit aussi décohérence, et il va se déterminer, par exemple, avec un spin qui va se déterminer positif. Mais avec une chance sur deux que ça soit le cas. 50% de chance. C'est le hasard. Il pourrait aussi être... Ah bah oui, enfin... Alors voilà, on ne sait pas très bien. Alors, s'il va tomber positif ou négatif. Voilà, bah finalement, il est positif. Le spin est tombé positif selon les règles du hasard. Donc vous voyez qu'il est passé d'un état superposé à un état déterminé. Parce qu'il y a eu une rencontre, une interaction. Alors, le deuxième concept, c'est l'intrication. À partir du même phénomène qu'on a décrit, qu'on a signalé tout à l'heure, il peut y avoir émission de deux photons. Mais deux photons qui vont être portés par la même fonction d'onde. Donc on aura un premier photon en état superposé, spin négatif-positif. Le deuxième photon, qui est indiférenciable du premier. Bon, moi j'ai mis positif-négatif, vous allez le voir, mais enfin les deux ont un spin qui est à la fois positif et négatif. Les jumeaux. Ils sont jumeaux. Il y a une interaction, qu'est-ce qui se passe ? Effondrement de la fonction d'onde. Et l'autre, il fait pareil. Donc le premier se détermine, bon là il est tombé sur spin négatif, une chance sur deux, il est tombé sur cette valeur-là. Et l'autre, même l'autre, s'il n'est pas entré en interaction avec quelque chose que ce soit, la fonction d'onde s'est écroulée pour les deux, donc l'autre se détermine dans l'autre valeur disponible. Parce que on considère que toute particule qui est portée par une onde, toute particule jumelle à une autre, ne peuvent pas occuper le même état. Donc là, si on raisonne sur un seul paramètre, s'il y en a un qui est négatif, l'autre, forcément, il est positif.
Et s'il y en a plusieurs, encore plus? Ah voilà, en fait, ça c'est le cas simple, parce qu'il peut y en avoir... Des millions. Non, mais il peut y en avoir... Mais il y a plusieurs paramètres qui se comptent sur les doigts d'une main, je pense, ou même moins. Et puis chaque paramètre peut éventuellement avoir 3 ou 4 valeurs, enfin bon, je ne sais pas exactement les chiffres, mais on peut étendre ça à une quantité plus grande de particules ou de photons. Donc en fait, le photon A, vous voyez qu'il est tombé sur négatif, ça aurait très bien pu être le contraire. Hein. Dans quel cas, celui du bas c'est celui du bas qui serait négatif. Alors c'est là que ça devient intéressant. Les deux photons, ils peuvent être aux deux bouts de l'univers, à l'instant même où l'un des deux rencontre quelque chose et se détermine dans ses valeurs, notamment le spin qui passe positif, là par exemple, dans cet exemple-là, à l'instant même, l'autre se détermine négatif. Mais il peut y avoir des années-lumière entre les deux, c'est instantané. C'est instantané. Mais alors ça c'est mes petites mises en garde rationalistes, c'est-à-dire rester cadré sur le discours des physiciens qui eux en principe sont quand même les mieux placés pour savoir. Il y a des interprétations un peu New Age ou un peu aventureuses qui disent en fait il y a une information qui part du premier photon et qui va informer l'autre photon pour qu'il puisse tomber dans la valeur opposée. Bon, c'est pas vrai. Les physiciens quand ils écrivent leurs équations, il n'y a pas de notion de distance. Et donc c'est comme ça, ça peut nous surprendre, mais c'est comme ça. Et il n'y a pas d'information qui circule de l'un à l'autre. Et pourtant les deux réagissent instantanément. Il n'y a pas d'information, on ne sait pas. Bon, c'est la vision orthodoxe. A priori, non, il n'y a pas... Enfin, bon, c'est la vision orthodoxe. Ils sont en agrégation parce qu'ils sont de la même source. Voilà, parce qu'il y a... Oui. Ils restent toujours en liaison, en fait, si c'est la même source. Voilà, ils sont inclus dans la même fonction d'onde. Bon, qui est en fait un concept qu'on peut imaginer comme une vague, mais qui est un concept mathématique. Ah, au départ, c'est le même objet, quoi, en fait. Oui, si on veut, oui. Alors ça, c'est la première mise en garde. Bon. Deuxième mise en garde, on ne peut pas téléphoner comme c'est à la maison. Parce qu'en fait, ça serait bien pratique si on pouvait imposer au photon A une valeur. On dirait photon A, il est positif. On dirait que ça serait un 1 informatique. Et instantanément, le photon B, il serait négatif, un 0. Et celui qui reçoit le 0, on pourrait envoyer des photons aux deux bouts de l'univers, puis après on ferait bagoter l'un, 0,1, 0,1, puis l'autre il suffirait qu'il inverse les valeurs pour savoir ce que le premier raconte. On pourrait construire un message. Mais le problème c'est que la détermination du paramètre se fait par les règles du hasard. Donc on ne peut pas imposer les valeurs, donc si on écrit n'importe quoi, ça ne veut rien dire. Donc on ne peut pas utiliser ça pour téléphone maison. Alors je reviens sur l'histoire du chat de Schrödinger qui va nous permettre de faire une passe sur ce qu'on vient de voir. Donc le chat de Schrödinger, c'est un chat quantique, il est dans sa boîte, il y a un mécanisme un peu compliqué, en plus que la façon dont Schrödinger l'a raconté, il y a un atome qui se désintègre une fois sur deux, enfin bon bref. En tout cas, au moment où on s'apprête à ouvrir la boîte, le mécanisme, il a une chance sur deux d'avoir tué le chat ou de ne pas l'avoir tué. Donc tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, le chat, il est à la fois mort et vivant. Et puis il y a un observateur qui intervient, c'est-à-dire on ouvre la boîte, le chat est vivant. Il aurait pu être mort, bon, beaucoup de chance, il est vivant. Alors on en déduit que c'est la conscience qui provoque l'effondrement de la fonction d'onde et donc la détermination de l'état du chat. Alors bon, moi je fais une mise en garde supplémentaire, numéro 3, c'est que pour moi, ça colle pas trop. Parce que cette histoire de conscience qui force à la détermination de l'état du chat, ça me paraît suspect. Parce que pour moi, il y a d'abord une interaction au fond de la rétine, donc physique. Et la conscience, elle est seulement derrière. Donc dire que c'est la conscience qui force la détermination de l'état du chat, ça me paraît un peu abusif. Pour moi, il y a d'abord une interaction physico-chimique, quoi. Donc là, ça illustre le premier diapo qu'on avait vu, c'était la superposition d'états. Et le fait que l'interaction, à mon avis, qui est surtout celle de la rétine, qui force la détermination de l'état. Bon, qu'est-ce qui se serait passé si on avait une deuxième boîte avec un deuxième chat qui serait intriqué au premier? Il y aurait un vivant et un mort. Ah ouais, le deuxième serait forcément mort. Oui. Voilà. Voilà, donc là, on a vu l'essentiel de la théorie qui est utile à comprendre la suite. Alors, l'ordinateur quantique. Les physiciens
nous disent, et travaillent dessus, on va essayer de fabriquer des ordinateurs quantiques, et ces ordinateurs, ils auront une puissance de calcul, mais phénoménale, et infiniment plus grande que les ordinateurs actuels. C'est assez bizarre, enfin assez surprenant en tout cas, parce qu'en fait, le phénomène qui est exploité, c'est le phénomène de cohérence et d'intrication, qui fait intervenir le hasard. C'est-à-dire qu'on va avoir là des mécanismes informatiques qui sont indéterministes. On va avoir des bits qui seront à 0 ou à 1, on ne saura jamais à quelle valeur ils vont être. Alors qu'en informatique classique, c'est une informatique déterministe. Quand on met une valeur dans un bloc mémoire, si c'est un 1, c'est un 1 et ça le reste. Et on manipule des choses qui sont déterminées. Alors les bits que manipulerait l'ordinateur quantique s'appellent des qubits, des quantic bits, des bits quantiques. Voilà. Alors, si on parle de puissance de calcul phénoménale, on peut envisager la possibilité de développer de ce qu'on appelle informatique de l'intelligence artificielle. Donc, pourquoi pas de l'intelligence, quoi. Enfin, bon, je veux dire, bon, c'est pas forcément tout à fait pareil, mais bon. Disons qu'on est sur l'idée de l'intelligence. Et puis, l'idée de l'intelligence emmène à la communication, parce que on dit être en intelligence avec l'ennemi. Donc, il y a, dans le mot intelligence, on peut y voir aussi l'idée de communication. Et d'ailleurs, cet ordinateur quantique, comment pourrait-il marcher si les bits sont indéterminés? En fait, ce qui va faire la puissance de calcul de cet appareil, c'est les relations entre les bits, en fait, les phénomènes d'intrication. Et c'est dans ces relations que vont se situer la puissance de calcul, et non pas dans les valeurs prises par les bits. Enfin, c'est ce que je suppose, parce que les bits, ils sont indéterministes. Qu'est-ce qu'on fait avec des données qui ne sont pas déterminées? Et l'ordinateur quantique n'existe pas alors? Alors il y a des modèles, il y a des prototypes. Oui, il y a 2 gros prototypes. Ouais, que dans Sciences & Vie en parle. C'est une espèce de grosse armoire. Il doit y avoir 4 bits ou 8 bits, je sais pas. Ah ouais. Alors quand il y en a des milliards dans un ordinateur, Ouais. on imagine qu'on est vraiment au b.a.-ba. Mais voilà, ils cherchent dans cette direction-là, à développer